Bien le bonsoir, chère abomination, et bienvenue sur la chaîne de l'Abominable Gardien, une chaîne qui, comme vous le savez, est 100% dédiée à l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle. Le grand final du scénario Edge of Darkness débarque tout de suite sur la chaîne. La tension est à son comble, et bien entendu, vous vous en doutez, la bête est toujours tapie dans le grenier. Thor, Igor, Takeshi et Archibald trouveront-ils la force, le courage, surtout l'inconscience, de tenir jusqu'au bout? Je vous promets le grand frisson et un dénouement qui a de fortes chances de perturber votre maigre, piètre santé mentale. Cette fois-ci, plus encore, je vous invite à regarder et écouter cet épisode avec un bon casque audio vissé sur le crâne, histoire de vous plonger encore plus au cœur de l'horreur. L'épisode fait plus de 45 minutes, c'est quelque chose, mais je vous invite à rester jusqu'au bout, car le final risque de vous surprendre. Ce final connectera directement Edge of Darkness à la campagne du serpent à deux têtes que nous entamerons directement à la rentrée en septembre, juste après la pause estivale. En attendant, spoiler. La célèbre écrivaine anglaise aventurière Margaret Peacock fait son grand retour en fanfare et trompette au cours d'un petit scénario prologue de mon cru que j'ai baptisé La fumée de Jade. Scénario prologue qui fera la passerelle entre Edge of Darkness et la campagne. Nous voici donc arrivés au dénouement, à l'épisode final qui marque également la clôture de la saison 2025. J'en profite pour vous remercier chaleureusement de votre soutien et pour être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à lâcher un petit like, à actionner la cloche pour vous abonner et à me laisser un commentaire. Et comme à l'accoutumée, je vous dis à tout de suite pour le grand final. Mes très chers amis, bonsoir et bienvenue à nouveau. Il est environ 19h. Lorsque vous montez à l'étage, vous devinez la silhouette de Takeshi de dos, assis sur une chaise, figé comme une statue, le regard en direction de la trappe. Le silence est total dans la pièce. Je vous rappelle également qu'il y a toujours le cadavre au pied de la trappe du fils Merryweather. Que faites-vous, messieurs? Moi, je m'approche de monsieur Takeshi. J'essaye de l'interpeller en lui demandant un peu ce qui s'est passé depuis qu'on était dans la cave. Monsieur Takeshi? Oui, pardon, je me retourne complètement. Je vous avais presque pas entendu arriver. Oui, je vous sens complètement absorbé par je ne sais quoi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que nous étions dans la cave? Avez-vous vu des choses autres depuis tout à l'heure? Écoutez, voilà, je montre la scène. Pas de changement et voilà, j'ai le regard complètement fixé sur la trappe. Voilà, je suis complètement subjugué. Je pense que le plus intéressant maintenant, ce serait... une fois que vous vous êtes retrouvés tous les quatre, ça serait quand même peut-être de réfléchir à la stratégie que vous allez mettre en œuvre ce soir pour ce rituel. Il est 19h, donc vous entendez aucun bruit dans le grenier. La seule chose que vous entendez, c'est des arbres qui grincent à l'extérieur et le vent qui s'engouffre dans la toiture. En revanche, vous êtes dans l'obscurité et il y a toujours le cadavre de Bertrand Merryweather qui est là, sous la trappe. Oh, Monsieur Kerensky, je vous laisse vous occuper du cadavre. Je vais regarder un petit peu si j'arrive à rentrer dans une des toges. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que notre ami Archibald pourrait peut-être nous aider à nous préparer pour... Eh bien justement, je distribue les toges, Non, Monsieur mais Archibald lit, et puis vous nous faites un peu de place. Je vous propose une petite synthèse et un tour de rôle, parce que je pense que chacun peut apporter du sien dans ce cérémonial, en tout cas de ce qu'on a pu en découvrir. Archibald, pouvez-vous me faire s'il vous plaît un petit test de pouvoir? Tu ressens la présence de l'amulette dans ta poche. Elle pulse légèrement et par moments tu as l'impression qu'elle diffuse de la chaleur.
mes amis, j'ai une sensation étrange. J'ai rangé l'amulette dans ma poche, là, dans la petite bague à tabac en cuir, quelque chose d'équivalent. Et je sens que cette amulette surchauffe. Donc je la sors déjà de ma poche. Fais-moi un test de San. Tu l'as prise entre les mains, mais tu l'as prise oui, je sais, mais dans sa petite poche en cuir. Oui. Mais malgré tout, t'as l'impression qu'elle est particulièrement active. Et fais-moi, s'il te plaît, un test de San. Quand tu la prends entre tes mains, l'espace d'un instant, tes compagnons disparaissent. Et autour de toi, tu devines très rapidement des feuillages. La pièce s'est transformée. Tu n'es plus dans la ferme, mais tu es sur un chemin de terre dans une forêt luxuriante. Et tu entends juste le bruit de tes pas, et tu passes tes mains comme ça. Et au même moment où tu fais ce mouvement pour chasser le feuillage, tu te retrouves à nouveau dans la pièce. Ça dure une fraction de seconde. Tu ne perds pas l'équilibre. Tu as juste eu cette vision très rapide, et tu reprends tes esprits. Je sais pas si en même temps, là, quand je reprends mes esprits, je fais des mouvements... Il agite ses bras un peu comme ça à 2 reprises, et puis il revient parmi vous. Y a-t-il une grosse mouche? Non, excusez-moi, j'ai perdu conscience, une vision plutôt, ça doit être quelque chose comme ça. Je me promenais dans une forêt très dense et j'essayais de passer au travers de feuilles et d'arbres très feuillus. Voilà ce qui m'a perturbé quelques instants. Et c'est arrivé de façon subite? Je sais quand j'ai sorti l'amulette de ma poche, sans la toucher bien entendu, mais je pense que cette amulette a une certaine puissance. Peut-être qu'elle essaie de communiquer les choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur Takushi. Posez-la sur la table peut-être, non? Vous êtes sûr? La table est recouverte de sang et de restes humains. Ah oui. C'est un champ de bataille, hein, la pièce quand même, là, le salon. Et vous discutez avec beaucoup de désinvolture à côté d'un cadavre éventré. Donc j'ouvre la sacoche, la petite sacoche en cuir, mais sans, voilà, pour qu'on puisse voir l'amulette de nos yeux, sans la toucher, si c'est possible, bien entendu. Takushi, vous faites un pas en retrait et vous voyez tous effectivement l'amulette verdâtre qui pulse cette lumière un peu plus forte. C'est pas des plus rassurants? Non, c'est pas des plus rassurants. Comme la chose qui doit être dans le grenier, nous devons impérativement nous en débarrasser. Est-ce que le fait de vous approcher du grenier a une incidence sur le halo de l'amulette ou pas du tout? Je regarde, je tente l'expérience. Non, ça ne change rien. Mais vous êtes de plus en plus indisposés par la présence du cadavre, hein, messieurs. Le sol est poisseux sous vos pieds. Oui, surtout qu'on va devoir y tracer quelque chose. Peut-être faire un peu de ménage. Est-ce que je pourrais attraper un drap pour au moins recouvrir le cadavre? Il y a toujours la vieille couverture du vagabond qui est là au pied, enfin juste devant la cheminée. Cette couverture également est souillée du sang et il y a quelques morceaux de chair et d'os broyés qui sont dessus, mais ça peut faire l'affaire, ouais. Alors à ce moment-là, je vais tenter tout doucement, vraiment avec beaucoup de précaution, voilà, en longeant les murs, en rasant vraiment les murs, voilà, de m'approcher, récupérer la couverture, et je vais essayer de secouer la couverture et de cacher ce malheureux cadavre en attendant de pouvoir lui donner une sépulture à peu près décente. Voilà. Pendant ce temps-là, moi j'essaye d'allumer 1 ou 2 bougies de ce qu'on a, de mettre un peu de lumière. Ok, donc tu disposes, Igor, des bougies. Ouais, un petit peu partout par terre, sur le manteau de cheminée. Exactement. Okay. Ouais. Est-ce que ça nous paraîtrait cohérent de déplacer le cadavre ou pas du tout? Si, vous vous sentez de le faire et je pense même que vous trouveriez judicieux de le sortir par la porte de derrière et de le jeter dans le champ, quoi. Je me propose de faire ça et je demande de l'aide à qui veut. Allez-y, monsieur Kerensky. Vous m'aidez, monsieur Panet? Oui, va commencer, j'arrive. Je dois regarder un petit peu tout ce qu'on a remonté, là. Cette malle est lourde, hein. Va me prendre un petit peu de temps. Non, mais je sais bien, mais laisser un cadavre en plein milieu de la pièce pour préparer un cérémonial, je suis pas sûr que ce soit une des meilleures idées. Et c'est pour ça que votre idée est excellente. Faites-nous de la place. Je m'approche du cadavre et j'essaye autant que faire se peut,
de l'envelopper avec la couverture de Monsieur Takeshi, là, qu'il a trouvé. Et donc, vous faites glisser le cadavre dans, Ouais. dans un bruit de succion et encore Ouais. de gargouillis. Il y a une trace de sang comme ça qui s'étire jusqu'à la porte à l'extérieur. Il fait chaud. Il y a un petit peu de vent. Vous n'entendez aucun bruit, aucun criquet. J'essaye de reposer la couverture un peu fermée par-dessus. J'essaye également de prononcer 2-3 à voix basse, 2-3 mots en mémoire du défunt et je le laisse là pour l'instant, ne sachant pas si je pourrais revenir après le... Et est-ce qu'on avait vu dans la cave de quoi, genre un balai serpillière ou quelque chose comme ça Non, et vous savez qu'il y a de l'eau dans le puits. Je vais chercher un seau d'eau. Très bien, Donc je m'affaire à faire un peu tout ça moi, pendant ce temps. très bien. Alors je rappelle peut-être ce qu'on a pu lire pour effectuer ce cérémonial. Il y a besoin de psalmodier un texte en latin continuellement. Donc au préalable, il faut bien sûr dessiner un pentagramme sur le sol, mettre des bougies tout autour, pouvoir brûler une poudre pour... alors laquelle? Il y a dans les différents documents une piste qui vous indique quelle poudre utiliser. Je vais demander à Hector Panet, qui a eu entre les mains de nombreuses fois ces documents, de me faire un test d'intelligence et de profiter de son bonus d'esprit vif pour le faire. C'est le talent dont il dispose. Très bien. Un test d'intelligence. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Rajoutez un des bonus sur ton test. Ça passe. Vous vous souvenez que dans la boîte que vous a remis Rupert Merriweather, il y avait son journal. Et dans son journal, il se trouve une indication dans la partie B. Alors je vais vous l'ouvrir. C'était là la poussière d'Imgazi pour voir la créature. Donc il y a une poudre qui permet de voir le monstre. En bas à gauche, non? En bas à gauche. Absolument. Et là, tu apprends que la poudre d'Imgazi, finalement, ne sert qu'à révéler Ouais, la c'est présence du monstre. Donc la deuxième poudre serait celle qui serait à mettre dans le feu. En réussissant votre test d'intelligence, vous en arrivez à cette conclusion, que la première poudre, qui est la poudre sombre, est celle qui doit être utilisée pour le rituel. Et la poudre d'Imgazi, finalement, est une poudre bonus Révélatrice. qui permet de révéler ce qui est invisible. Eh bien, très bien. Bon, alors ensuite, monsieur Archibald, Alors vous ensuite, disiez. nous avons aussi besoin d'une personne, ou peut-être deux, alors une deuxième personne au cas où la personne qui est en train de chanter ait un souci, une baisse de forme, on va dire ça comme ça. Le rituel peut durer, je sais plus ce qu'on avait dit là, une bonne heure, 2 heures. Et il y a une personne qui doit aussi protéger de divers actes de diversion que pourrait produire ce démon. Dernier détail, il me semble, nous avons un petit sarcophage qui nous a été légué et qui permettrait a priori de capturer, de permettre au démon de revenir et de l'enfermer définitivement, en tout cas jusqu'à ce qu'une prochaine personne réouvre ce petit sarcophage, bien entendu. Oh, quelle blague. Oui, c'est très amusant. Oui, Donc c'est vous qui allez faire le rituel, monsieur Whitmore, hein? oui, j'ai une petite voix qui porte. Archibald, vous allez, pendant 2 heures, devoir incanter sans vous arrêter, quelles que soient les sollicitations, au risque d'interrompre le rituel, et donc de devoir le reproduire un autre soir. Il faut pas que je sois seul, il faut que je sois accompagné au cas où je ne suis qu'un homme. Il faut que quelqu'un, effectivement, puisse prendre le relais. On va imaginer qu'à minuit moins 5 ou à minuit, vous allez faire une première incantation. Et vous allez y mettre tout votre cœur pour réaliser cette incantation. Si vous réussissez cette première incantation réelle, c'est-à-dire que vous allez devoir réciter, vous bénéficierez d'un test bonus pour votre test de pouvoir. Il va falloir dessiner le pentagramme. Oui. Ça, je pense que Monsieur Takeshi, de par ses talents d'artiste, est le plus à même à affairer à cette tâche. On avait dit qu'il y avait aussi une personne qui devait observer pour l'extérieur, pour être certain que rien ne puisse perturber l'incantation. Donc je sais pas, Monsieur Panet ou moi-même peuvent occuper ce rôle. Oui, il y a aussi la poudre qu'il faut mettre
de manière régulière dans le feu. Bon, ça, je pense en être capable, mais Qu'en est-il du feu? Très bonne question. Replongeons dans nos écrits. Où doit-il se trouver ce feu? Au milieu du dessin. Oui, au centre, oui, c'est ce que je voulais. Donc il faut que Monsieur Panet, vous soyez alimenté au cœur du pentagramme. Là. et on se proposait d'utiliser les cendres de la cheminée pour dessiner le pentagramme, je crois, pour être pratique. Très bien. C'est dommage, nous avions un peu de sang frais. Vous auriez certainement gagné en efficacité. Monsieur Panet, faites-moi s'il vous plaît un test d'intelligence, à nouveau. Avec le même bonus. Non. C'est plus un test d'idée. Eh bien, j'ai de l'idée. Vous avez remarqué dans la cuisine une ancienne coupe de fruits en métal. Et vous vous dites que ce pourrait être un parfait réceptacle pour le feu. Très bien. Je vais la chercher et puis je commence à regarder ce que je peux mettre un petit peu pour démarrer le feu tout à l'heure. Avec, de toute façon, j'ai toujours ma boîte d'allumettes ou peut-être même mon briquet. Et puis je regarde un petit peu tout autour, voir ce que je pourrais mettre, des morceaux de bois peut-être, d'objets, pour alimenter le feu, parce que la poudre ne suffira très certainement pas à allumer le feu, à alimenter le feu pendant 2 heures. Pendant que vous procédez aux préparatifs du rituel, donc Takeshi, et j'imagine, est par terre à genoux en train de dessiner le pentagramme. Hector Panet rassemble de quoi constituer un feu. Archibald lit, répète, vous le voyez agiter ses lèvres pendant qu'il répète son incantation. Et Igor Kerensky cherche un emplacement où se positionner pour surveiller les alentours. Il est à peu près 20 heures. Vous entendez tous un claquement de volets soudain. C'est très fort. Et vous entendez également comme une tornade. Igor, vous tournez la tête par la fenêtre. Vous êtes ici. Ouais. Vous apercevez une sorte de tornade, de mouvement de tornade, comme ça, sur les herbes hautes derrière le jardin, qui se déplace très vite en soulevant des feuilles et des herbes qui s'arrachent. Et d'un coup, vous entendez un cri très fort, un cri très très loin, puis plus rien. Et à nouveau, comme un vent qui s'engouffre dans la maison, une porte qui claque, puis le silence à nouveau. Je continue de regarder au loin si je vois autre chose. Fais-moi un test d'écouter. T'as fait combien, malgré le débonus? J'ai fait 32 pour 27. Est-ce que tu consommes des points de chance? Je peux. Tu as donc vu ce tourbillon comme ça, voler au-dessus du champ en soulevant des branches et des feuilles. Et juste après, tu as entendu ce cri. Et tu as reconnu le timbre de cette voix. C'était la voix du vagabond. J'arrive à entre guillemets, le géolocaliser, non? De dire c'est plutôt par là, ou... C'est par là. Messieurs, j'ai entendu un hurlement et je crois avoir reconnu la voix du vagabond, mais le hurlement, franchement, à mon avis, lui est arrivé quelque chose de grave. Fallait pas le laisser sortir. Et c'est pas moi qui ai fait ça, monsieur Panet. Je sais bien. Mais voilà. Et écoutez, on peut pas laisser quelqu'un dans la détresse, non? Eh ben, allez-y. Je vous propose... Ah, vous m'accompagnez? Moi? Oui. Non, regardez, là, je ramasse du bois pour le feu. Je prends mon courage à 2 mains et moi je me vois pas laisser quelqu'un comme ça et je armé de mon fusil et de la lampe torche. Et tu ouvres la porte de derrière pour sortir. Absolument. Et puis je Très dis bien. encore une fois, qui même me suivent. Alors, Takeshi, fais-moi un test, s'il te plaît, de art ou peinture. Ouais, art et métier, peinture. Vas-y. Ça passe. Tu es là, à genoux, en train de dessiner avec un bout de charbon les derniers motifs, les derniers symboles, runes du pentagramme. Tu vois au-dessus de toi, tu lèves la tête et tu vois Igor s'affairer, se préparer à sortir. Au moment où tu dessines le dernier symbole, tu entends un cri, un hurlement venant du grenier. Toute la maison se met à trembler au-dessus de toi. Et les planches du grenier s'agitent en tous sens et de la poussière tombe en cascade dans la pièce. Ouais, immédiatement je réagis je recule. Et au moment où tu finis de dessiner le dernier symbole, tu regardes autour de toi et tu vois tout le pentagramme
s'éclairer l'espace d'un instant, devenir blanc puis vert et redevenir sombre. Je suis encore un peu apeuré, mais j'arrive pas à... Voilà, je me raccroche au fait que voilà, j'ai dû faire quelque chose de bien. Enfin, le pentagramme doit être dessiné correctement. Igor, tu ouvres la porte et à travers le petit fenestron de la porte, tu remarques que la grange est éclairée. Ouf. Messieurs, nous sommes pas seuls. Je crois qu'il y a du monde dans la grange. Oui, le vagabond. Ah, peut-être. Mais bon, vu ce que j'ai entendu, Oh, il s'est peut-être brûlé. mais je sais pas. Bon, de toute façon, je vais aller regarder. Je vais aller voir. Vous êtes sûr, monsieur Kerensky, est-ce que c'est bien le moment? Et j'ai entendu un hurlement. Ça m'a glacé le dos. Qui entend ça? Toi, quand tu viens d'ouvrir la porte. Ah ouais, bah là, je sors pas, là. Et cette respiration vient de la grange. Ah ouais, non, mais là, c'est même pas la peine. Allez-y! Non. Là, Sûrement un raton laveur. Ouais, comme la fois dernière, effectivement. Il lui manquait 2-3 trucs. Oui. Là, j'ai plus le courage. Donc, je reprends mon poste d'observation. Vous voyez Igor faire un pas vers l'extérieur et puis se raviser et refermer la porte très doucement. Ouais. Avec un visage blafarde. La porte n'est pas fermée à clé, hein, sachez. Hein. Elle peut? Elle peut, mais elle ne l'est pas. Eh bien, je m'y emploie. Très bien. Donc tu verrouilles la porte de l'intérieur. Normalement, la créature ne devrait pas entrer dans la maison. Si monsieur Whitmore a raison, la maison, les murs, nous avons une sorte de protection. C'est bien cela? C'est cela, mais je pense que c'est plutôt des protections pour éviter qu'elle sorte, qu'elle aille trop loin. Donc et la créature est, vous l'avez vu, hein, elle est dans la maison. Enfin, elle va pouvoir sortir de temps en temps. C'est ce que nous avait signifié le vagabond. Donc voilà, qu'il avait eu une forme bouger très rapidement, il me semble. Et donc il s'était réfugié effectivement dans la cave, hein, mais pas au-dessus du grenier, quoi. Je vais vous demander de vous positionner. On imagine qu'il y a une ellipse et qu'il est minuit moins 5. Pendant ce laps de temps, entre 20h et minuit, il ne s'est pas passé grand-chose. Le silence règne à l'extérieur et également dans la maison. Il n'y a plus de bruit au-dessus de votre tête. Les bougies éclairent d'une lueur faible différents espaces dans la pièce. Et vous êtes rassemblés dans la partie gauche de la maison qui est le salon. Je vous laisse décrire un petit peu la scène. Très bien, moi je me suis mis près de la cheminée et j'ai ramassé tout le bois et le charbon que j'ai pu, moi, ainsi que la poudre. L'objectif, c'est d'alimenter le feu en bois et en poudre. Donc je me suis installé un fauteuil assez confortable, j'ai ouvert ma petite blague à tabac et puis j'ai prévu de passer les 2 heures un petit peu calé dans mon fauteuil, à balancer un petit peu de la poudre de temps en temps et puis raviver le feu. Ok. Takeshi, où est-ce que vous vous situez? Je viens me positionner à peu près ici pour garder à la fois cette porte-là, enfin cet axe-là de la maison et la trappe dans mon champ de vision. Très bien. Mon cher Archibald, où est-ce que vous vous installez? Là où vous êtes actuellement? Tout à fait, ce qui me permet de, donc avec une chaise également, de voir aussi la porte d'arrière, hein, qui au cas où il y a un souci, et puis aussi d'avoir une vue sur l'arrivée par la cuisine. On va dire ça comme ça. Très bien. Et j'imagine qu'Igor, vous restez près de la table, près de la fenêtre qui est juste à côté de la porte arrière de la maison. Absolument. Comme je suis positionné là. Ok. Donc voilà la scène. Il y a cette petite coupe qui est posée au milieu du pentagramme, qui commence à flamber. Igor est penché, dos à la cheminée, dans un fauteuil, et tient dans une main, la petite boîte contenant la poudre noire, et de l'autre, il s'apprête à jeter cette poudre au centre du petit foyer qu'il a créé. Archibald, vous avez entre vos mains, vous avez remis à Takeshi une autre copie de votre incantation. Vous êtes tous en tauge, et Igor, lui, scrute l'extérieur de la maison.
à travers les vitres sales. Vous entendez, il est minuit, et vous entendez Archibald commencer à psalmodier. Archibald, est-ce que vous pouvez y mettre tout votre cœur et psalmodier le texte en latin? Je suis prêt. O Spiritus, osper pantasiam, sapentiam virtum exorciso, persentiam divinam inarece tenebroso, per nomen veterum, per radicem, puncum funtem, originem alium nominam, divinorum omnium, unde vitam potentiaque suam traerunt. Vos per nomen nirlatotem exorciso, sapentiam optime ferentem, cuius majestas tam excelsia claria quam sidera in anis. Vos per potentitium nomen asatot exorciso, omnipotentem celesta uniendo, de exorciso o daemon, omninoque impero, cacumque in parte sis universi per omnium orum nominum virtutem, audi et parame. Vous pourrez bénéficier d'un des bonus. Donc je vais vous demander de me faire un test de pouvoir maintenant. Ça sera le premier. Vous en aurez 5 autres avec un test de bonus. En même temps, bien entendu, que faites-vous Hector Panet à ce moment précis? Je mets un petit peu de poudre dans le feu et je l'observe en fronçant les sourcils. Et donc tu vois à travers une fumée brunâtre qui commence à s'élever et qui devient progressivement violette. Tu vois en face de toi le visage d'Archibald très concentré qui est en train de psalmodier. Et vous avez sa voix qui emplit tout l'espace. En même temps, là, ces volutes de fumée s'élèvent et il y a une odeur un petit peu rance qui se dégage. Cette fumée brunâtre devient progressivement violette et nimbe d'une lueur un petit peu violette tout l'espace. Vous avez réussi votre test? Non. Ça ne marche pas, donc tu récites. La lumière violette s'estompe et tout retombe. Le pentagramme qui commençait à luire dans l'obscurité redevient sombre à nouveau. Monsieur Yozai, allez-y! Tu te dis que peut-être toi, avec ta sensibilité, tu devrais peut-être réussir à... O Spiritus, vos per potentiam sapientiam vitum exorciso, verscientiam divinam inam neque tenebroso, per nomen veterum, per radicem truncum fontem, originem alium nominum divinorum omnium unde vitam potentiam ve suam aerum. En même temps, Hector Panet jette une fois de plus de la poudre noire sur le... Et fumerole comme ça violette commence à tournoyer et à former une sorte de vortex. Takeshi, lancez-moi s'il vous plaît un test, faites-moi un test de pouvoir et rajoutez donc ce bonus. Ça ne passe pas. Est-ce que vous consommez de la chance? Oui, j'ai 7 points de chance. Allez, ça va, je passe mes 7 points de chance. Ok, vous sacrifiez 2 points de magie pour le rituel. Vous remarquez que les symboles commencent à se réveiller. Vous avez l'impression qu'ils se soulèvent également et que le sol commence à se soulever. Ils deviennent lumineux. Les fumerolles tournoient et créent ce vortex qui se maintient et qui est maintenu par Hector Panet qui alimente le feu en même temps. Et vous entendez au-dessus de vous de l'agitation. Des griffes commencent à labourer le plancher. Vous entendez au-dessus de vous le monstre qui se réveille et qui commence à grogner. Est-ce que vous allez continuer ainsi à me perturber? Si vous continuez de la sorte, vous allez mourir, ou pire encore, vous allez me rejoindre. Arrêtez. Rendez-moi ma liberté. Et la voix disparaît. Et tout redevient calme. J'imagine que Takeshi, vous continuez à psalmodier, évidemment. Hein.
Je vais vous redemander de me faire un test de pouvoir, s'il vous plaît, avec ce bonus. Après avoir entendu cette voix, vous me faites tous un test de San. Takeshi, ton test de pouvoir. Je vais Alors, le faire tout de suite. Mon test de santé mentale et mon test de pouvoir passe. donc vous continuez. Igor, vous avez tous fait vos tests. Ouais, moi j'ai réussi, j'ai fait 17. Archibald, Non, c'est loupé de... Ouais, j'ai fait 55. tu tombes à la renverse de ta chaise, sous le choc. Et donc vous voyez Archibald sur sa chaise, comme ça, partir en arrière et tomber sur le dos. Tu es complètement sonné. Tu as perdu un point de San. Au même moment, vous tournez tous vos regards vers lui. Vous voyez, à ses pieds, tomber une goutte d'un liquide noirâtre qui fait, en tombant, un bruit d'acide. Vous levez la tête et vous remarquez que entre les lattes commence à couler ce liquide noirâtre. Faites-moi tous des tests de chance pour voir si vous l'évitez. Qui a fait 97 ? Takeshi. Ok, Takeshi. Tu sens sur ton épaule une douleur vive. Et tu passes ta main et en fait tu regardes ta main et tu vois ta main commencer à se consumer et ta chair commencer à brûler. Que fais-tu ? J'essaye vite de m'essuyer sur mes vêtements. Tu t'essuies sur tes vêtements et en fait le résultat est pire, c'est-à-dire que tu attaques ta chemise et elle commence également à brûler. Est-ce qu'il reste toujours le lit et le matelas du... Non, il est dehors. Non, il n'y avait pas de matelas. Il y a le seau. Je me dirige vers le seau et peu Ok, importe ce qu'il y a dedans, j'y trempe la main. lance-moi un D6 s'il te plaît. Tu perds un point de vie. Hector Panet, vous avez réussi votre test, c'est ça ? Absolument. Ok, vous esquivez. Ça, c'est même plus des gouttes, puisqu'en fait, on dirait de la mélasse. Et ça tombe de manière assez épaisse et ça vient juste tomber à vos pieds. Et vous entendez ce bruit très caractéristique de l'acide qui s'attaque à nouveau au sol. Tu vois à tes pieds un trou se créer. Tu tournes ta tête vers Archibald. Tu vois en fait une goutte énorme tomber sur lui, mais ne pas le toucher. Comme s'il était doté d'une sorte de bouclier transparent, et tu vois effectivement la goutte tomber sur lui et glisser pour finir sur le sol et se consumer. C'est de la triche. Un petit peu de la triche. En revanche, tu sens que l'amulette dans ta poche chauffe de plus en plus fort. Igor, vous avez réussi ? Oui. Et on voit ce dôme là qui est un peu au-dessus de lui, on le perçoit finalement ou pas ? Il ne s'est révélé que parce que la goutte a glissé le long. En même temps que ces gouttes tombent, vous entendez toujours des coups dans le plafond et les lattes qui se soulèvent à mesure que le temps avance. Il est déjà presque 1h du matin et Takeshi continue à psalmodier et Hector Panet continue à envoyer de la poudre. Takeshi, pouvez-vous me refaire un test de pouvoir s'il vous plaît ? Oui, ça passe. Ok, ça passe. Tu psalmodies et tu vois que les symboles du pentagramme continuent à pulser de cette lumière très vive, de plus en plus lumineuse qui vous éclaire par en dessous. Les fumées forment de plus en plus un vortex imposant qui s'élève dans la pièce, jusqu'à la trappe. Au-dessus, il y a une forte activité, ça tremble de partout. Igor, vous êtes à l'extérieur, vous regardez à l'extérieur et subitement, vous avez un visage qui vient se coller contre la vitre. Je recule d'un pas tout de suite et je brandis mon... Tu recules d'un pas et tu vois une main qui traverse la vitre. Je tire. Tu tires et tu vois que la main en traversant, en fait, elle se consume instantanément et il ne reste qu'un moignon à l'extérieur. Elle a les yeux révulsés, tu vois qu'il y a la peau qui est en lambeaux et tu reconnais effectivement cette fille que tu as découvert dans les herbes hautes qui était morte, éventrée. Elle est là et elle s'agite et tu vois qu'elle essaye de taper sur les glyphes qui entourent les fenêtres avec sa main, comme ça. Je tire. Tu tires. Je Au tire. tir, à bout portant, vas-y. Absolument. Très bien. Il y a un bonus à bout portant, non même. Ouais, vas-y. Ouf, Oh. c'est très joli. Elle avait déjà le ventre éventré. Ah là, la tête... Tu lui fais, là, tu lui exploses la tête et tu vois son corps qui tombe sans vie. Tu le vois disparaître derrière la vitre. La fenêtre est complètement éclatée. Ouais, évidemment. Et Très tu vois con, à l'arrière-plan marcher comme ça, également comme un zombie, complètement dégingandé. Tu remarques le vagabond et qui se rapproche également de la fenêtre. Même punition. Même punition. Tu réarmes et tu tires. Pendant ce temps, Hector, que faites-vous ? Je regarde monsieur Kerensky qui se prend pour un policier, et ça me fait légèrement sourire. Je regarde autour quand même si y a quelqu'un qui reprend l'incantation. Takeshi, faites-moi justement un test de pouvoir pour savoir si vous parvenez.
toujours avec le bonus, parvenez à ne pas être déstabilisé, à poursuivre l'incantation. Oui, ça passe. Très bien. Donc tu te laisses absolument pas déconcentrer. Tu vois effectivement toute cette animation, mais ça ne t'atteint pas. Tu es un petit peu comme dans une bulle et tu continues inlassablement. Archibald, vous vous êtes redressé. Que faites-vous? Je prépare aussi peut-être si on l'a pas déjà fait, le sarcophage Ok. qui permet d'enfermer cette monstruosité. Il est 1h30. Tu prends le sarcophage et tu me fais s'il te plaît un test de pouvoir toi aussi. Ton regard est attiré vers la cuisine. La cuisine qui était jusque-là dans l'obscurité, elle s'éclaire. Tu sens une odeur de sucre cuit, comme de pâtisserie. Tu tournes donc ta tête vers ce qui est la cuisine et tu vois que le plancher se convertit en carrelage. Et tu te sens dédoublé. Tu es de dos sur ce carrelage, pieds nus, et tu fais face à une table derrière laquelle se trouve ta maman. Elle est là, elle chantonne en te regardant et elle découpe des légumes avec un gros hachoir. Et puis elle découpe des légumes et puis en fait elle découpe sa propre main. Et elle rit comme ça, les yeux complètement révulsés pendant que du sang et des carottes tombent dans un saladier. C'est pour toi mon trésor, mange, tu dois être fort pour lui, mange, il faut que tu le rejoignes. Fais-moi s'il te plaît un test de San. Aïe aïe aïe. Eh ben, j'utilise un point de chance. Très bien. Tu résistes à cette vision et finalement tu arrives à la chasser de ton esprit. La cuisine replonge dans l'obscurité. Takeshi, refais-moi un test de pouvoir s'il te plaît. Pendant ce temps, ça s'agite de plus en plus au-dessus. Ça tourbillonne, du vent s'engouffre autour du vortex. Tu continues à psalmodier. Hector continue à jeter et Igor... Ah, Igor, c'est vrai. Nous allons revenir à Igor tout de suite. Takeshi, 28. Ça passe. Très bien, ça marche. Igor, vous tirez donc sur le personnage qui est un petit peu à l'arrière-plan et qui se déhanche également de la même manière. Vous reconnaissez le vagabond, mais il a un teint plutôt verdâtre. Vous tirez, mais vous n'êtes pas à bout portant. Allez-y. Vous tirez à côté. Et vous voyez donc le vagabond avancer comme ça, se déhanchant, et puis il y a un bras qui tombe, sa mâchoire se désolidarise aussi un peu, il y a un bout qui tombe, et il arrive près de la fenêtre. Hector, s'il vous plaît, faites-moi un test de pouvoir. Je suis un roc. Effectivement, vous êtes un roc. À travers la fumée, vous apercevez un petit enfant qui vous regarde. Igor est toujours en train de s'affairer, il recharge son fusil. Archibald est là. Qu'est-ce que vous faites, Archibald, déjà pendant ce temps-là? Je me contente d'être le second couteau. Bien sûr. De Takeshi, qui est extraordinaire dans sa pratique de l'occulte. Et vous entendez Takeshi à côté de vous, là, qui continue à psalmodier. Vous voyez ce petit enfant qui apparaît à travers la fumée. Et ce petit enfant tend son bras comme ça vers vous. Et vous voyez un serpent noir s'enrouler autour de son bras. Et puis se pointer vers vous comme ça, et vous remarquez que ce serpent a 2 têtes. En même temps que ce serpent se dresse au bout de sa main, le petit garçon s'adresse à vous. Hector, tu devrais peut-être essayer de prendre ce couteau que tu as dans ta poche et de le planter dans le cou de Takeshi juste à côté de toi. Oh, c'est sympa. Fais-le et tu seras délivré. Fais-le et toi tu survivras, alors que tous, ils mourront. Fais-le. C'est pas une très bonne idée, Billy. Tue-le maintenant et rejoins-moi dans l'immortalité. Tue-le maintenant. Et tu vois que le visage du petit garçon se déforme et prend l'apparence de ce monstre que vous n'avez pas encore vu au-dessus. Sorte de visage informe fait de tourbillons et de 1000 yeux comme ça qui disparaissent et qui se reconstituent. Fais-moi un autre test de pouvoir, de San, s'il te plaît. Non merci. Non, va-t'en, Billy. Tu résistes et tu arrives à chasser cette ultime vision. Et tu continues. Il est 2 heures. Un vortex énorme se constitue. Vous ne voyez pas, mais vous sentez en fait une force. Vous voyez la trappe qui s'ouvre et vous voyez une sorte de masse sombre
qui se laisse embarquer dans le tourbillon, dans le vortex, pendant que Takeshi continue à psalmodier. Toute la pièce devient violette, éclaire par en dessous les symboles d'une lumière très 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 violente, aveuglante. Au même moment, Igor, vous pointiez encore votre fusil vers le zombie vagabond qui s'avançait, et vous le voyez qui s'effondre de tout son long, et puis plus rien. Le vortex se rassemble en une boule et est absorbé par le petit sarcophage qui était posé par terre, et la boîte se referme, et plus rien. Le silence revient. Vous remarquez sur les bords, sur les franges du couvercle, à l'endroit de la fermeture, vous remarquez une lumière qui diffuse un peu, qui s'éteint. Ton amulette dans ta poche, Archibald, est devenue froide. Tout s'est arrêté. Et dehors, vous entendez les criquets, à nouveau, dans la nuit. Toutes les bougies ont été soufflées, vous êtes dans l'obscurité. Il y a juste une légère lumière bleutée qui vient de l'extérieur, de la lune sûrement, qui est réapparue. Takeshi, vous êtes épuisé. Hector, vous êtes égal à vous-même. Et voilà. Que faites-vous, messieurs? Moi, je vais porter le coursin bien en haut, mais à Takeshi. Voilà, parce qu'il a donné beaucoup de lui-même, donc je vais le soutenir. Oui, c'est gentil. D'ailleurs, quand tu arrives, je sens mes jambes qui commencent un peu à lâcher sous le poids du corps. Et je m'appuie sur toi. Je le félicite. Nous avons réussi, Takeshi, grâce à vous. C'est vrai, vous pensez? Oui. Bon, vous voulez du thé? C'est vrai que ça donne soif, ces excursions. Je vais bouillir un peu d'eau au-dessus du feu. Je ne dirais pas non à une boisson chaude. La voiture est dehors et en fait, comme vous êtes venu, vous repartez. À moins que vous décidiez de faire quelque chose dans cette maison. Ben, on prend les... Non, on part. On prend les choses, quand même. Enfin, on laisse pas le sarcophage tout seul au milieu de la pièce. Moi, je vide le seau sur le symbole. Très bien. Pour essayer de l'effacer, ou en tout cas, même avec mon pied, quitte à ce que... Et je leur demande, est-ce qu'on mettrait pas les phrases que vous avez lues, les toges, dans le feu? Que personne ne tombe dessus. C'est dommage, quand même, de se savoir. Oui. Les toges, oui. En tout cas... Allez dire ça aux pauvres ratons laveurs et à la femme qui ont été tués. Et le vagabond. Ah oui, et le vagabond. Moi, je suis un peu réticent à rouler à part les choses comme des toges, etc. Mais je me plierai à l'avis du groupe, bien entendu. Eh ben, c'est entendu. Le groupe a pas. Vous repartez dans la nuit en direction du manoir de la SPR. Vous finissez votre soirée dans le salon à vous réconforter autour d'un verre de brandy ou d'autres choses. Et vous passez tous une nuit reposante et réparatrice. Au petit matin, vous êtes tous les quatre à petit déjeuner dans le jardin d'hiver. Vous petit déjeunez tranquillement quand vous entendez ceci. Vous entendez une sirène de police qui se rapproche et qui vient se garer juste devant la maison. Vous regardez à travers les vitres du jardin d'hiver et effectivement vous apercevez une voiture de police qui est garée devant le portail. En sortent deux hommes. Vous en reconnaissez un. C'est le shérif imposant. Il accompagne un autre policier qui a l'air d'être beaucoup plus gradé que lui. Celui-ci vient sonner au carillon. Bon, je vais ouvrir. Bien sûr. Bah, pour l'instant, je fais comme si je ne connaissais pas ces personnes, bien sûr. L'autre est un petit homme un peu maigre, qui est habillé plutôt en civil, mais tu remarques qu'il a quand même une étoile, assez discrète. Monsieur Whitmore ? Oui, c'est moi-même. Pourrions-nous rentrer, s'il vous plaît? Nous aimerions discuter avec vous de certaines histoires. À qui ai-je l'honneur? Je suis, le commissaire Winogrant. Enchanté. Nous aimerions rentrer. J'espère que vous êtes tous réunis. Nous vaquons à différentes choses, mais nous pouvons nous réunir dans le jardin d'hiver, si vous souhaitez. Vous voulez boire un thé ou quelque chose comme ça? Non, merci. Jamais en service. Et donc, ils vous suivent tous les deux. Tu vois l'autre shérif qui est pas à son aise. Ah, monsieur Panet, installez-vous. Nous avons à parler. Ils s'installent, eux aussi, et ils vous demandent de vous installer autour de la table. Oui. Nous avons trouvé
le corps de George Sullivan dans l'après-midi. Il a été découvert... Vous voyez de qui je parle? Non, c'est un voisin. Vous ne voyez vraiment pas de qui je parle? Un Irlandais. Archibald, vous savez de qui il parle? J'ai pas le temps de m'intéresser aux chanteurs et aux acteurs. Archibald, vous savez très bien que George Sullivan est le gardien, et donc est voisin de Monsieur Hermitage. Ah oui, bien sûr, oui. Oh là là, ouais, je l'avais à la tête. Monsieur Sullivan. George Sullivan est mort. Il a été découvert par un étudiant qui venait apporter un dossier au professeur Hermitage. La porte de son petit studio était entr'ouverte. Et en entrant, le pauvre garçon a eu une sorte de vision cauchemardesque. George Sullivan était nu, écartelé, éventré, au-dessus de son lit. Une inscription, la même que sur la porte, gravée dans son front. Et son cœur avait été arraché. Vous vous demandez certainement pourquoi je suis ici. Oui, parce que Monsieur Hermitage qui est juste à côté. Non, je suis ici parce que sur la table de chevet de George Sullivan, il y avait un journal dédicacé de la main d'Hector Panet. Et la date était celle d'hier. Étonnant, n'est-ce pas? Vous avez quelque chose à dire là-dessus, Monsieur Panet? Oui, je vais très certainement signer une bafouille à ce gardien, maintenant que vous le dites. Je connaissais même pas son nom. Et donc vous pensez que je perds mon temps à éventrer des gens? C'était pour mon cher Georges. Oui. Oui, si vous voulez la même, je peux vous la faire, ne soyez pas jaloux, oui. Je mets pour mon cher à n'importe qui. Ce sont des gens qui apprécient mes compétences. On appellerait du fan service, si vous voulez. Votre réputation vous devance, je m'attendais à ce niveau d'arrogance. Mais c'est un petit peu dérangeant, non? Une scène de crime? Et c'est presque signé de votre main, Monsieur Panet. Bien écoutez, je veux bien vous accompagner et vous aider à trouver la solution, si c'est pour cela que vous venez. Aucun souci, laissez-moi prendre 2-3 affaires et je vous accompagne. Autre chose. Le bureau du professeur Hermitage a été saccagé. Il semblerait que le professeur cachait des choses dans le lambris de son bureau, puisque une cache a été trouvée, une cache qui a été retrouvée vide. Vous savez de quoi il s'agit? Ce qui se trouvait dans cette cache? Écoutez, non. En même temps, est-ce que je connais le professeur, comment vous dites, Marmitage? Non, je ne le connais pas. Écoutez, c'est... Votre gros compagnon, là, c'est bien le flic qu'on a vu dans la maison. Donc votre gros compagnon sait très bien que hier, je n'étais même pas dans la région, puisque il est venu nous déranger, et d'ailleurs, vous lui avez demandé comment il a fini sa soirée? Oui, bien sûr, il m'a tout raconté, mais avez-vous quelque chose à voir avec tout ceci, Monsieur Panet? Et vous tous là? C'est très certainement mon écriture et mon autographe que j'ai signé à ce pauvre gardien. Pour le reste, je vois pas de quoi vous accusez mes camarades. Hier après-midi, nous n'étions pas dans le secteur. Ensuite, que voulez-vous que je vous dise? On est dans une grande ville, il y a des violences, alors effectivement, peut-être que c'est un petit peu étrange d'éventrer de vieux gardiens. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous ne quittiez pas la ville, le temps de l'enquête. Et je pense que vous savez où me trouver. Et j'ai envie de vous dire, même dans les 48 prochaines heures, vous restez dans cette maison, vous ne sortez pas. Et il s'en retourne. Monsieur Whitmore, il va falloir que vous trouviez à nous occuper pendant les 2 prochaines journées. Oh, c'est pas les châssiments, je vous amener des ouvrages. Ou peut-être des spécialités culinaires du coin. Ah oui, vous savez... Peut-être vous intéresser. On laissera ces policiers jaloux faire leurs petites enquêtes dans leur coin. Oui, très bien. Les policiers sont partis, et quelques minutes plus tard, le téléphone sonne. Je regarde Archibald comme si je regardais un majordome. Oui, j'y vais. Je regarde le téléphone. Monsieur Whitmore? C'est lui-même. C'est Madame Debrun. J'imagine que Monsieur Panet est avec vous. Ah bon? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai contacté la SPRA à Londres, et à Londres, ils m'ont dit Hector Panet était toujours aux États-Unis et qu'il était à Arkham, chez vous. Bon, je vais voir s'il traîne dans le coin. Bougez pas. Madame Debrun, c'est ça? Ah oui. Madame Debrun, Monsieur Panet? Je crie un peu. Monsieur Panet? Oui, allô ma chère? Oui, comment allez-vous? Hector, je crois que tu m'as oublié.
Jamais. Tu m'avais promis un restaurant. Tu te souviens pour tous les services que je vous ai rendus? À vous, à toi et ta petite équipe, pour la maison Corbit. J'ai dû partir à la hâte et j'étais en train de t'écrire une petite lettre justement pour te raconter un peu. Bien sûr, tu allais disparaître encore 10 ans. Je le sais. Non, bien sûr que je suis pas si loin. La preuve, t'arrives à me retrouver, peu importe où je vogue. Bon, je ne t'appelle pas pour ces raisons-là, réellement. Et je suis pas du tout du genre, tu sais, hein, tu commences à me connaître, je suis pas vraiment bercé dans l'ésotérisme. Mais là, on a un problème à Boston. On a un problème avec Armitage. Oui, le professeur. Oui. Il a disparu. Il était à Boston, au Brunswick, pour une histoire de livres anciens. Et sa chambre a été découverte sans dessus-dessous par une femme de ménage. Il y a clairement des traces d'agression. T'es pas en train de m'accuser? Non, nous avons contacté. Nous avons contacté l'université et ils nous ont dirigés vers vous, vers Monsieur Whitmore et la SPR. Donc, va falloir revenir à Boston, les gars. Eh ben, écoute, je prépare ma valise. Et puis, ça sera l'occasion de m'inviter enfin à dîner. Absolument. Tu aimes la nourriture française? Tu peux me lancer, s'il te plaît, un test de psychologie? C'est pas son fort. Non, c'est pas ton fort. Tu consommes ou tu consommes pas? Bon, allez. Et puis, je suis pas du tout rassuré. Il y a un homme en blanc qui me suit et qui est là sous ma fenêtre au moment où je te parle. Et nous nous arrêterons là.